quand j'étais enceinte, mes parents m'ont mise à la porte en pleine tempête de neige. Ils ont crié « Dehors ! Tu n'es plus ma fille !» Mon frère qu'il traitait de ratée a dit « Reste forte » et m'a recueilli. 3 ans plus tard, mon fils a hérité de 9,2 millions de dollars. Mes parents sont apparus à sa porte sans y être invités. Mon frère a dit « Où étiez-vous quand nous avions besoin de vous ?»« Dehors. » Maintenant. Leurs visages ont pâli. Je m'appelle Kingsley Prescott et j'ai 27 ans. C'est l'histoire de comment j'ai tout perdu et appris ce que la famille signifie vraiment. Cela a commencé 14 mois avant cette nuit sous la neige. Mars 2020, j'avais 23 ans, je travaillais de nuit à l'hôpital UPMC Mercy à Pittsburgh. J'étais infirmière diplômée depuis 2 ans. C'était mon travail de rêve, celui pour lequel j'avais tant lutté. Les prêts étudiants me suivaient comme une ombre, mais je m'en fichais. J'étais fier. J'avais réussi. J'étais la première personne de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. J'ai rencontré Julian Whittaker à la cafétéria de l'hôpital un mardi après-midi. J'étais entre 2 quarts, sirotant un café exécrable, essayant de rester éveillé. Il est entré, portant un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Et quand il m'a souri, j'ai eu l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Dure journée, m'a-t-il demandé. J'aurais dû me méfier. Nous avons commencé à sortir ensemble un mois plus tard. Avril 2020. Julian était représentant pharmaceutique pour Johnson & Johnson. Doux, confiant, charmant sans effort. Le genre d'homme qui tient les portes et commande du vin sans regarder le prix. Il conduisait une Mercedes-Benz plus récente que tout ce que ma famille avait jamais possédé. Il m'emmenait dans des restaurants où je devais consulter le menu à l'avance car je ne reconnaissais pas la moitié des plats. Je me sentais comme Cendrillon. Et au fond, j'étais terrifié qu'il réalise que je portais encore des pantoufles de verre faites de pauvreté. Il ne m'a jamais emmené chez lui. Ma famille est vieille école, me disait-il. Ils ont besoin de temps pour s'habituer aux nouvelles personnes. Après 6 mois, quand j'ai demandé à les rencontrer, il m'a embrassé le front et a dit « bientôt ». Je me suis dit que c'était bon. Je me suis dit qu'il voulait juste nous garder secrets, quelque chose de sacré, quelque chose qui n'appartienne qu'à nous. Mais quand on sort avec quelqu'un qui a de l'argent alors qu'on n'en a pas, secret, commence à ressembler à caché, et, caché, commence lentement à ressembler à de la honte. Après 14 mois, j'ai demandé à nouveau. Il a encore dit « bientôt ». Ma famille vivait dans un petit appartement de 2 chambres à Braddock, le genre d'endroit où les gens travaillent 2 emplois et luttent toujours pour joindre les 2 bouts. Mon père conduisait près de 30 à 40 minutes à chaque trajet pour travailler dans un entrepôt FedEx. Ma mère travaillait à temps partiel chez Target, soigneusement programmée juste en dessous des heures à temps plein pour qu'il n'ait pas à lui donner de prestations. Ils avaient tout sacrifié pour me payer l'école d'infirmière, tout. Un dimanche, j'ai amené Julian à dîner. Ma mère a préparé son pain de viande spécial, celui qu'elle ne cuisinait que pour les anniversaires, et mon père s'est assis au bout de notre petite table, essayant de converser avec un homme dont la montre coûtait probablement plus cher que notre facture d'épicerie mensuelle. Après le départ de Julian, ma mère m'a prise à part dans la cuisine. « Sois juste prudente, ma chérie », a-t-elle dit, séchant la même assiette encore et encore. Des hommes comme ça, ils n'épousent pas des filles comme nous. J'ai ri. Je n'aurais pas dû. Mais 2021, 14 mois après le début de notre relation, je me tenais dans la salle de bain de mon appartement, celui que je partageais avec 2 autres infirmières juste pour pouvoir payer le loyer, fixant un test de grossesse. 2 lignes roses, claires, indéniables. 6 semaines. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Julian m'aimait. Il l'avait dit. Il avait parlé de l'avenir, d'un jour. Du moment où nous serions prêts. Ce n'était pas prévu, mais nous allions trouver une solution ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Je l'ai appelé. Peux-tu venir? Nous devons parler. Il est arrivé 20 minutes plus tard, encore dans ses vêtements de travail. Je l'ai laissé entrer dans le salon, je l'ai fait asseoir et j'ai pris ses mains dans les miennes. Je suis enceinte. La couleur a quitté son visage. Lentement, il a retiré ses mains comme si je l'avais brûlé. Tu es sûr? Oui.
6 semaines. Le silence s'est étiré entre nous. 10 secondes. Qui ont semblé 10 ans. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il dit enfin. Pas, nous allons trouver une solution. Pas, tout ira bien. Juste, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il s'est levé, s'est penché et m'a embrassé le front, automatique, vide, et est sorti. Il n'a pas cherché ma main. Il n'a pas regardé en arrière. Quand j'ai vu ces 2 lignes roses pour la première fois, je n'ai pas eu peur. J'ai pensé, il fera ce qu'il faut. Il m'aime. J'avais tellement tort. 1 semaine, 7 jours de silence. Il n'a pas répondu à mes messages. Il n'a pas répondu à mes appels. J'ai envoyé 27 textos. S'il te plaît, parle-moi. Nous pouvons trouver une solution. J'ai peur. S'il te plaît. Rien. Le 8e jour, je suis allé à son appartement. Sa Mercedes était garée dehors. Les lumières étaient allumées. Je pouvais voir la télévision clignoter à travers les rideaux. J'ai frappé 1 fois, puis encore, 5 fois. 10. Il était là. Il a juste choisi de ne pas répondre. Ce que je ne savais pas alors, c'est que 3 jours plus tôt, tout était déjà décidé. Sa mère, Evelyn Whittaker, avait vu un de mes messages sur son téléphone. S'il te plaît, parle-moi du bébé. Cela a suffi. Ils ont convoqué une réunion d'urgence. Evelyn, sa sœur cadette, Lilian, et leur avocat de famille. Ils ont fait asseoir Julian dans leur maison à Shadyside, le genre d'endroit où des gens comme moi ne vivaient pas, ne faisaient que travailler. Elle essaie de te piéger, a dit Evelyn calmement. C'est exactement ce que font les filles comme elle. Elle tombe enceinte exprès pour l'argent. Ce n'est pas vrai, a dit Julian. Mais même alors, sa voix n'était pas forte. Kingsley n'est pas comme ça. C'est une infirmière. Lilian a laissé échapper un petit rire. Elle gagne quoi? 50 000 par an. Tu gagnes le double. C'est sa porte de sortie. Son ticket de loterie. L'avocat a glissé un dossier sur la table. Nous pouvons offrir 18 500 $ et un accord de non-divulgation. Il a dit, elle le signe. Elle disparaît. Vous n'entendez plus jamais parler d'elle. La plupart des femmes dans sa position acceptent. Julian a regardé le dossier pendant longtemps. Puis il a dit, d'accord. Sa mère lui a dit que j'essayais de le piéger et il l'a cru. Ou peut-être avait-il juste besoin de quelque chose à croire. 3 semaines après que je lui ai dit que j'étais enceinte, Julian a finalement appelé. Nous devons parler. Il m'a demandé de le rencontrer sur un parking de Target. Pas un café, pas son appartement. Un parking. Le même magasin où ma mère travaillait. J'aurais dû comprendre ce que cela signifiait. Il attendait déjà dans sa voiture quand je suis arrivé. Je suis monté. Il ne m'a pas embrassé. Il ne m'a même pas regardé plus d'1 seconde. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque et un document. J'ai lu la première ligne. Accord de non-divulgation. Qu'est-ce que c'est? C'est mieux comme ça, a-t-il dit, regardant droit devant lui. Pour nous deux, tu peux passer à autre chose. Je ne suis pas prêt à être père. Cela te donne des options. De la stabilité. J'ai tourné les pages lentement. Accepte de ne jamais contacter Julian Whittaker. Accepte de ne pas divulguer la paternité. Accepte de renoncer à toute demande de pension alimentaire. Tu veux me payer pour que je fasse semblant que tu n'existes pas? C'est une offre généreuse, Kingsley. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait tenu, qui m'avait dit que j'étais belle, qui m'avait fait croire, juste un instant, que quelqu'un de son monde pouvait vraiment vouloir quelqu'un du mien. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit doucement. Je veux que tu prennes tes responsabilités. Je prends mes responsabilités. 18 500 $. J'ai pris le chèque et l'ai déchiré en deux lentement, délibérément. Garde ton argent, ai-je dit. Mais cet enfant saura qui est son père, et un jour, il saura que tu as choisi l'argent plutôt qu'eux. Sa mâchoire s'est contractée. Tu fais une erreur. Tu ne peux pas faire ça seul.
J'ai ouvert la porte. Regardez-moi faire. Je suis sorti. Il n'a pas suivi. J'ai conduit directement à l'appartement de mes parents. Il était 20 heures. Mon père était dans son fauteuil habituel, regardant la télévision après le travail. Ma mère pliait du linge sur le canapé. Je me suis assise entre eux. Je suis enceinte, ai-je dit. Julian, il est parti. Il ne reviendra pas. Silence. Mon père gardait les yeux sur la télévision, mais je pouvais dire qu'il ne regardait pas. La main de ma mère s'est arrêtée au milieu d'un pli. Tu le gardes, a demandé mon père finalement. Pas gentiment, pas inquiet. Comme si le bébé était un problème, pas une personne. Oui. Silence à nouveau. Ma mère s'est levée, est allée dans la cuisine, puis est revenue. Elle ne pleurait pas. Elle était trop immobile, trop. As-tu pensé à d'autres options, a-t-elle demandé avec précaution. Tu veux dire l'avortement? Je veux dire des options. Je garde mon bébé. Mon père s'est levé, est allé dans la chambre et a fermé la porte. Ma mère m'a regardé, et ce que j'ai vu sur son visage n'était pas de la colère. C'était de la déception, le genre qui coupe plus profondément que tout. Comment as-tu pu laisser cela arriver, a-t-elle murmuré. Laisser cela arriver comme si je l'avais planifié. Comme si je l'avais fait seul. Maman, je n'ai pas. Tu savais qu'il était riche. Tu savais comment était sa famille. Et tu as quand même. Elle a secoué la tête. Comment as-tu pu être si négligente? Je l'aimais. Il a dit qu'il m'aimait. Elle a ri. Un rire court, amer. Des hommes comme ça n'aiment pas les filles comme nous, Kingsley. Ils nous utilisent. Une pause. Et tu l'as laissé faire. Ils ne m'ont pas jeté dehors cette nuit-là. Cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, ils m'ont effacé. 2 semaines à vivre dans cet appartement comme si je n'existais pas. Mon père quittant la pièce chaque fois que j'entrais. Ma mère ne parlant que lorsque c'était absolument nécessaire. Passe le sel. Ton linge est fait. Verrouille la porte quand tu pars. J'ai tout essayé. J'ai cuisiné ses plats préférés. J'ai nettoyé. J'ai fait des doubles quarts de travail et j'ai donné de l'argent supplémentaire pour le loyer. Rien n'a changé. Une nuit, j'ai préparé le dîner. Pain de viande, purée de pommes de terre, maïs, ses préférés. Il a mangé en silence, puis s'est levé, a posé son assiette dans l'évier et est parti sans un mot. Je me suis tenu là dans cette cuisine, enceinte de 6 mois, fixant la vaisselle, et quelque chose en moi s'est effondré. Je me suis tenu là, pleurant silencieusement dans l'évier, comme si même le son de mes larmes n'avait plus sa place. C'est arrivé un mardi début février. J'étais enceinte de 6 mois. La neige était tombée toute la journée, le genre lourd qui rend tout gris et silencieux. Je suis rentré de mon quart de travail ce matin-là vers 8 heures. Ma mère m'attendait dans le salon. Des sacs poubelles étaient alignés dans le couloir. Mes sacs poubelles, ma vie. Maman, tu dois partir, a-t-elle dit. Sa voix était plate, vide. Quoi? Mon père est apparu dans l'embrasure de leur chambre. Il ne me regardait toujours pas. Tu as entendu ta mère. Papa, s'il te plaît. Ma voix s'est brisée. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? Avant que tu tombes enceinte. Avant que l'homme que j'aimais parte. Avant que j'aie le plus besoin de ma famille. Tu n'es plus notre fille. Il l'a dit comme si ce n'était rien. Ces mots. Je les entendrai pour le reste de ma vie. Ma mère s'est levée et m'a tendu mon sac à main. Tes affaires sont sur le porche. Nous t'enverrons le reste. Il neige, ai-je dit, ma voix tremblant. Je suis enceinte de 6 mois. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus notre problème. J'ai regardé mon père une dernière fois, le suppliant silencieusement d'arrêter ça, de dire quelque chose, d'être mon père. Il s'est retourné et est retourné dans la chambre. Juste comme ça, ma mère a ouvert la porte d'entrée. L'air froid s'est engouffré, vif et impitoyable. La neige tourbillonnait dans le couloir. S'il te plaît, ai-je murmuré. Elle m'a regardé alors,
vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Et je l'ai vu. Des larmes. Des larmes silencieuses, continues, coulant sur son visage. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est écartée et a fait un geste vers la porte. J'ai ramassé les sacs, 4 d'entre eux. Tout ce que je possédais, tout ce qu'il me restait, et je suis sorti sous la neige. La porte s'est refermée derrière moi. Une seconde plus tard, j'ai entendu le pen dormant se verrouiller. Ce son, il a résonné. Non seulement à ce moment-là, mais dans tout ce qui a suivi. Je me suis retrouvé assise dans ma voiture devant la caravane de Caleb cette nuit-là. La neige tombait toujours, mon téléphone presque déchargé. Et ça m'a frappé. En 3 semaines, j'avais tout perdu. Je suis restée là, tremblante, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à la rupture. J'avais 710 $ sur mon compte en banque, une voiture dont le voyant vérifiait le moteur clignotait depuis des mois, et un bébé qui arrivait dans 3 mois. J'ai appelé la seule personne qui me restait, Caleb. Mon frère aîné, 5 ans de plus que moi, un vétéran des marines, 2 missions en Afghanistan, souffrant de SSPT. L'administration des anciens combattants l'aidait à peine à gérer. Il vivait seul dans une petite caravane à la périphérie de la ville. Le frère que mes parents appelaient toujours le problème. Celui qu'ils avaient méprisé. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. J'ai presque raccroché. Qu'un. Sa voix était rauque, épaisse de sommeil. Je suis désolé, ai-je dit rapidement. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai hésité. Puis-je venir? Le trajet a pris 15 minutes. Cela a semblé une éternité. Quand je me suis garé, il était déjà dehors, debout sur le porche, une chemise en flanelle jetée sur un t-shirt, un jean, des bottes à peine lacées. Il venait de se réveiller, mais il attendait. Je suis sorti de la voiture, debout dans la neige avec mes sacs. Son regard est tombé sur mon ventre, sur les sacs, sur tout ce que je portais. Il n'a pas posé une seule question. Il a juste avancé et a pris le poids de mes mains. Viens, a-t-il dit. C'était tout. Il a pris les sacs de mes mains et m'a fait entrer. La caravane était petite. Une chambre, une cuisine exiguë, un canapé usé qui avait connu des jours meilleurs, mais c'était chaud et c'était propre. Il a posé mes sacs, a disparu dans la cuisine, puis est revenu avec une tasse de thé. Assieds-toi. Je me suis assise. Et la seconde où je l'ai fait, j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter. Il s'est assis à côté de moi. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas interrompu. Il est juste resté là pendant que je m'effondrais. Quand j'ai enfin réussi à respirer à nouveau, j'ai dit, je suis désolé. Je ne savais pas où aller. Ne t'excuse pas. Ils m'ont jeté dehors. Maman et papa, ils ont juste. Ils ont fermé la porte. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, d'une voix calme et assurée, tu es en sécurité ici, Kingsley. Je ne peux pas. Tu es en sécurité ici, a-t-il répété, plus fermement cette fois. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas te payer. Je peux à peine. Je t'ai demandé de l'argent? Non. Alors arrête. Il a rencontré mon regard. Tu es ma sœur. Tu es à la maison. Il ne m'a pas pressé de détails. Il ne m'a pas fait m'expliquer. Il m'a juste donné de l'espace et de la sécurité. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai cru en quelque chose à nouveau. Caleb m'a donné sa chambre. Je prendrai le canapé, a-t-il dit. Je ne peux pas prendre ton lit. Il m'a étudié un instant, me voyant vraiment. Et quelque chose a changé dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Un but. Tu es enceinte de 6 mois, a-t-il dit. Tu ne dors pas sur un canapé. Fin de la discussion. Cette première nuit, je suis resté allongé dans son lit, fixant le plafond. Les draps sentaient le linge propre et quelque chose d'autre, quelque chose de stable, quelque chose de sûr. Dans le salon, j'entendais la télévision jouer doucement. Je l'entendais bouger sur le canapé, essayant de se sentir à l'aise.
À 3 heures du matin, je l'ai entendu. Un son aigu, brisé. Un cauchemar. Je me suis levé doucement et j'ai entrouvert la porte. Il était assis, droit, trempé de sueur, les mains tremblantes. Il m'a vu. Je vais bien, a-t-il dit rapidement. Retourne te coucher. Je voulais poser des questions à ce sujet, à propos de l'Afghanistan, à propos des choses qu'il avait suivies à la maison, mais au lieu de cela, j'ai juste dit « merci ». Il a hoché la tête une fois et s'est recouché, et nous avons tous les deux fait semblant d'aller bien. Il m'a donné son lit. Il travaillait 12 heures par jour. Et chaque fois que je disais « je suis désolé », il disait « ne le sois pas. Tu fais la même chose pour moi ». Et finalement, j'ai réalisé qu'il avait raison. 3 jours plus tard, je suis retourné au travail. Je n'avais pas le choix. L'argent que j'avais économisé disparaissait vite. Et mes prêts étudiants, $315 chaque mois, n'allaient pas faire une pause juste parce que ma vie s'était effondrée. Quart de nuit, de 19h à 7h. 3 nuits par semaine, 12 heures debout, enceinte de 6 mois. Mon dos me faisait constamment mal. Mes pieds gonflaient tellement que je ne pouvais plus porter mes chaussures habituelles. Je gardais un petit seau dans la salle de pause parce que je vomissais au moins une fois par quart. Et mes collègues parlaient. Elles pensaient que je ne pouvais pas les entendre, mais je le pouvais. Tu as entendu parler de Kingsley? Tombée enceinte d'un riche. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de la payer et qu'elle ne le laissait toujours pas tranquille. Elle pensait probablement qu'elle pouvait le piéger. Les mots me suivaient dans les couloirs, se glissaient dans les salles de pause, persistaient dans les espaces calmes entre les patients. À 3 heures du matin, une nuit, j'étais dans la salle de bain du personnel, vomissant dans l'évier. Quand je suis sorti, une des infirmières, quelqu'un qui avait toujours été gentil avec moi auparavant, se tenait là, se lavant les mains. Elle a jeté un coup d'œil à mon ventre, puis à moi. « Tu aurais dû être plus prudente », a-t-elle dit. Juste comme ça. Simple, clair, définitif. Je voulais crier, lui dire que j'avais été prudente, lui dire que l'amour ne vient pas avec des avertissements, que la confiance ne vient pas avec des instructions. Mais au lieu de cela, je n'ai rien dit. Et je suis retourné travailler. Caleb travaillait comme électricien. Il avait sa petite entreprise, décrochant des boulots par le bouche à oreille, des annonces en ligne, tout ce qu'il pouvait trouver. Certaines semaines étaient stables, d'autres non. Mais après que j'ai emménagé, il travaillait tous les jours, 7 jours sur 7, des quarts de 12 heures, chaque fois qu'il pouvait les obtenir. Il ne se plaignait jamais. Ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Mais la nuit, je l'entendais. 2, parfois 3 fois par semaine, il se réveillait en criant des noms que je ne reconnaissais pas. Davis, Ruiz, baissez-vous. Je restais allongé dans son lit, fixant l'obscurité, le cœur battant. Devrais-je aller le voir? Cela aiderait-il ou aggraverait-il les choses? Une nuit, c'était plus fort que d'habitude. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai couru dans le salon. Il était assis sur le canapé, penché en avant, la tête dans les mains, tout son corps tremblait. Caleb. Je vais bien. La réponse est venue trop vite, trop habituée, comme quelque chose qu'il avait appris à dire au lieu de la vérité. Retourne te coucher. Tu ne vas pas bien. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient creux, épuisés d'une manière qui allait plus loin que le sommeil. Je gère ça, a-t-il dit doucement. Je gère ça depuis 5 ans. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu prends soin de moi, ai-je dit. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu ne peux pas réparer ça. Il n'avait pas l'air en colère, juste fatigué. Tellement fatigué, a-t-il ajouté. Personne ne le peut. Plus tard, j'ai cherché les noms. Le caporal James Davis, le caporal Miguel Ruiz, tous deux tués au combat. Afghanistan, 2015. Caleb n'en a jamais parlé. Le parc de caravanes où il vivait n'était pas grand, peut-être 30 unités au total. La plupart des gens là-bas étaient comme nous, travaillant dur, s'en sortant à peine, essayant de ne pas se gêner mutuellement. La plupart des gens s'occupaient de leurs affaires, sauf une, Madame Donnelly, la soixantaine. Cheveux gris, toujours en bigoudi, toujours à regarder depuis sa fenêtre comme si le monde était un spectacle qu'elle ne voulait pas manquer. Un après-midi,
j'étais en train de sortir les poubelles quand elle a appelé depuis son Porsche. Tu es la fille de Nolan Prescott, n'est-ce pas? Oui, madame. Tu vis ici avec ton frère maintenant? Oui, madame. Ses yeux sont tombés sur mon ventre, puis se sont déplacés vers la caravane de Caleb. Quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de calculateur. Ce vétéran instable, a-t-elle dit légèrement. Celui avec le SSPT. Et tu amènes un bébé là-dedans. Mon ventre s'est noué. Mon frère est un homme bien. Oh, j'en suis sûr, ma chérie, a-t-elle dit, souriant, ce sourire serré est faux. Mais quelqu'un devrait probablement informer les services de protection de l'enfance juste pour s'assurer que le bébé est en sécurité. Elle l'a dit comme si elle m'aidait, comme si elle me rendait service. 2 semaines plus tard, on a frappé à la porte. J'étais enceinte de 8 mois. Caleb était au travail. J'ai ouvert pour trouver une femme en tailleur-pantalon debout sur le porche, un presse-papier à la main. Kingsley Prescott. Oui. Je suis Angela Whitmore des services de protection de l'enfance. Puis-je entrer? Mon cœur s'est arrêté. Elle a traversé la caravane lentement, prenant des notes. La chambre. Le berceau que Caleb avait construit lui-même, peint en blanc. La peinture encore fraîche par endroits. L'éléphant en peluche violet que j'avais trouvé chez Goodwill pour $3. Des piles de vêtements de bébé, d'occasion mais propres, soigneusement pliés. Vous vivez ici avec votre frère Caleb Prescott? Oui. Et il est un vétéran souffrant de SSPT. Il a fait 2 missions en Afghanistan. Oui, il a le SSPT. Il le gère. Oui. Possède-t-il des armes à feu? Oui. Elles sont enfermées dans un coffre-fort. A-t-il déjà eu des épisodes violents? Non. Jamais. Elle a écrit quelque chose. Je ne pouvais pas voir. Reçoit-il un traitement? Il va à la clinique de l'administration des anciens combattants quand il peut. Quand il peut. Elle a levé les yeux. Son revenu est-il stable? C'est un électricien agréé. Il travaille tous les jours. Mais est-ce constant? Je voulais crier pour tout lui dire. Que Caleb avait tout abandonné pour moi. Qu'il était la seule personne à ne pas être parti. Qu'il était bon, gentil et sûr. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je suis juste resté là, enceinte de 8 mois, dans une caravane qui n'était même pas la mienne, et je l'ai regardé écrire des notes qui pouvaient me prendre mon bébé. Nous allons surveiller la situation, a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte. Quelqu'un fera un suivi. Surveiller comme si nous étions un problème, comme si nous étions un risque, quelque chose qui devait être observé, contrôlé, géré. Quand Caleb est rentré à la maison cette nuit-là, j'étais assise sur le canapé, fixant le vide. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé immédiatement. Les services de protection de l'enfance sont venus. Il s'est figé. Quoi? Je lui ai tout raconté. Les questions, les notes, la façon dont elle avait regardé sa maison comme si c'était une preuve. Il s'est assis lentement, se frottant le visage avec les 2 mains. C'est ma faute, ai-je dit, les mots sortant plus lourds que je ne pouvais les retenir. J'ai apporté ça ici. S'ils me prennent mon bébé à cause de moi. Arrête. Sa voix a coupé tout le reste. Aiguë, certaine. Ils ne la prendront pas. Caleb, s'ils pensent que tu es dangereux. Je ne suis pas dangereux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais blessé personne qui ne le méritait pas. Je n'ai jamais perdu le contrôle, pas une seule fois. Et je ne le ferai pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis avant son départ à la guerre. Un but. Ils ne la prendront pas, a-t-il répété. Je ferai tout ce qu'il faut. 15 février 2022. 4 heures du matin. Mes os se sont rompus. Je l'ai réveillé en le secouant. Il était debout en quelques secondes, habillé en moins de 30. Nous étions dans la voiture en moins de 2 minutes. L'hôpital était à 25 minutes. Il nous y a conduits en 18. Le travail a duré 14 heures. 14 heures de douleur qui ont changé tout ce que je pensais comprendre de la douleur. 14 heures de Caleb assis dans la salle d'attente, refusant de partir, refusant de manger, juste attendant.
À la 12e heure, ma tension artérielle a monté en flèche. Les infirmières se sont inquiétées. Elles ont commencé à parler de césarienne. Juste un peu plus longtemps, ai-je supplié. S'il vous plaît. Je ne savais pas pourquoi je suppliais. Je savais juste que je devais finir ça. 14e heure. 18h03. Harper Prescott est venue au monde en criant. 6 livres 3 onces. Une tête pleine de cheveux noirs. De petits poings serrés comme si elle se battait déjà pour quelque chose. Ils l'ont placée sur ma poitrine, peau contre peau. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Et à ce moment-là, tout a basculé. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que cela signifiait d'aimer quelque chose plus que ma propre existence. Elle est là, ai-je murmuré. Tu es là. Après qu'il m'ait nettoyé, après qu'il l'ait enveloppé dans cette douce couverture d'hôpital avec les rayures roses et bleues, ils ont laissé Caleb entrer. Il s'est tenu d'abord dans l'embrasure de la porte, toujours dans ses vêtements de travail. Il devait être venu directement d'un chantier dès que j'avais appelé. Ses mains étaient fourrées dans ses poches comme s'il ne savait pas quoi en faire. Viens ici, ai-je dit. Il s'est avancé lentement, a baissé les yeux sur Harper dans mes bras, et pendant environ 30 secondes. Il n'a pas dit un mot, puis doucement. Elle est parfaite. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Tu veux la tenir? Il a hoché la tête. Il ne pouvait pas parler. J'ai placé Harper dans ses bras. Il la tenait comme si elle allait se briser. Ses mains tremblaient. Harper a enroulé ses petits doigts autour des siens. Cet instinct des bébés. Cette prise inconsciente. Et Caleb, il a commencé à pleurer. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. Ni aux funérailles de notre grand-père. Ni quand il est revenu d'Afghanistan avec quelque chose de brisé derrière ses yeux. Mais il a pleuré en tenant ma fille. Je te tiens, petite, a-t-il murmuré. Je te tiens. Et à ce moment-là, je savais que Harper avait 2 personnes qui ne la quitteraient jamais. La loi sur le congé familial et médical m'a accordé 12 semaines de congé, sans solde, 12 semaines sans revenu. J'avais environ $710 d'économie. L'allocation d'invalidité de Caleb de l'administration des anciens combattants rapportait environ $560 par mois. Et il travaillait constamment maintenant, 7 jours sur 7, parfois 12 heures par jour, rapportant peut-être $3000 quand les choses allaient bien. Nous avons fait le calcul. Loyer $550. Charge $150. Prêt étudiant $315. Assurance auto $90. Nourriture $200 si nous étions prudents. Alors, nous étions prudents. Nous y ramène 4 soirs par semaine. Le chauffage baissait, même en hiver. Je portais 2 pulls au lieu d'augmenter le thermostat. Nous achetions des couches dans le magasin le moins cher que nous pouvions trouver. Le lait maternisé, nous ne pouvions pas nous le permettre. J'avais de la chance de pouvoir allaiter. Un seul contenant coûtait plus que ce que nous pouvions épargner. Caleb a arrêté d'acheter son déjeuner, a commencé à apporter des sandwichs au beurre de cacahuètes sur les chantiers, et j'ai regardé cela se produire. Je l'ai regardé maigrir, j'ai regardé les cernes sous ses yeux s'épaissir. Tu dois manger plus, lui ai-je dit une nuit. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Il a rincé son assiette dans l'évier sans se retourner. Je vais bien, a-t-il répété. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Arrête de t'inquiéter pour moi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je tenais ma fille et comptais les couches dans ma tête, m'assurant que nous en avions assez pour la semaine. C'était de l'amour, et c'était difficile. 12 semaines plus tard, je suis retourné au travail. Je n'avais pas le choix. Les factures n'avaient pas fait de pause. Les prêts n'avaient pas fait de pause. La vie n'avait pas fait de pause. Harper avait 3 mois, encore si petite, se réveillant toujours toutes les 2 heures. Nous nous sommes adaptés. Caleb a basculé vers des emplois du soir afin de pouvoir rester à la maison avec elle pendant la journée pendant que je dormais. Je me réveillais vers 17 heures, prenais le relais et partais pour mon quart à 19 heures. Il rentrait à minuit et reprenait le relais. Nous nous voyions à peine. Certains jours, il annulait des petits boulots juste pour être à la maison avec Harper. Nous nous croisions juste dans l'obscurité. La première nuit où je suis retourné au travail, j'ai pleuré tout le trajet.
J'ai pleuré sur le parking. J'ai pleuré dans le vestiaire en enfilant mes blouses. Ça va, a demandé une autre infirmière. Je vais bien, ai-je dit. Mais je n'allais pas bien. Pas d'une manière qui comptait. Mon corps me faisait encore mal. Ma poitrine me faisait mal. Je devais tirer mon lait toutes les 3 heures dans un placard de rangement qui sentait l'eau de Javel. Et mes bras se sentaient vides, comme s'il manquait quelque chose chaque seconde où je ne la tenais pas. Mais à 19h02, j'ai pointé, j'ai mis mon masque d'infirmière et j'ai fait mon travail. Quand je suis rentré le lendemain matin vers 7h30, j'ai trouvé Harper endormi sur la poitrine de Caleb. Tous deux respirant au même rythme lent. Paisible, en sécurité. Il l'avait fait. Il avait pris soin d'elle toute la nuit. Harper avait 9 mois lorsque tout a failli changer. Je lui avais donné un petit morceau de pain grillé avec une fine couche de beurre de cacahuète. Juste un peu, comme le pédiatre l'avait recommandé pour introduire les allergènes. En quelques minutes, son visage a commencé à gonfler. Des plaques rouges se sont propagées sur sa peau. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas des pleurs normaux. Cela semblait serré, tendu, comme si elle ne pouvait pas respirer. Caleb. Il était à côté de moi instantanément. Il la regardait. Hôpital maintenant. Nous étions dehors en moins de 30 secondes. Aux urgences en 8 minutes, anaphylaxie, grave allergie aux arachides. Ils ont injecté de l'épinéphrine. Lentement, sa respiration est redevenue normale. Le gonflement a diminué. La couleur est revenue à son visage. Le médecin m'a donné une ordonnance. Elle aura besoin d'épipants, a-t-il dit. Toujours. Toute exposition aux arachides pourrait être fatale. À la pharmacie, j'ai remis le papier. Cela fera $720. J'ai regardé la pharmacienne. Quoi? Votre assurance ne couvre pas la totalité. J'ai vérifié mon compte. $362. Je n'ai pas ça. Nous pouvons essayer de contacter votre assurance. Ils ne le couvriront pas. J'ai déjà atteint ma franchise. Je suis désolé, mais ma fille mourra sans ça, ai-je dit. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Si elle est exposée à nouveau et que nous ne l'avons pas, elle mourra. Je comprends, mais je ne peux pas délivrer le médicament sans paiement. Et puis Caleb s'est avancé. Je ne l'avais même pas remarqué partir. Il a posé une liasse de billets sur le comptoir. 683, a-t-il dit. J'ai regardé l'argent, puis lui. Caleb, où as-tu eu ça? Il n'a pas répondu. Allons-y, a-t-il dit. Nous avons eu les épipants. Nous sommes remontés dans la voiture. Harper s'est endormi presque immédiatement, épuisé. Je me suis tourné vers lui. D'où vient cet argent? Il est resté silencieux longtemps. Puis finalement, mot de piété. Ma poitrine s'est serrée. Tu as mis quelque chose en gage? Qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas d'importance. Caleb. Il a expiré lentement. La carabine de mon grand-père. Je me suis tourné vers lui. Celle de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'était la seule chose qu'il te restait de lui. Il n'a pas hésité, pas même une seconde. Harper est vivante, a-t-il dit. C'est ça qui compte. Si quelqu'un vous a déjà soutenu comme ça, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, prenez une seconde pour aimer cette vidéo car ces personnes méritent d'être mémorisées. Et juste comme ça, la conversation était terminée. 15 février 2023. Premier anniversaire de Harper. Nous n'avions pas d'argent pour une fête. Nous n'avions même pas de place pour une fête. Alors, il n'y avait que nous 3 dans cette petite caravane. Caleb a fait des crêpes en forme de Mickey Mouse. Ou du moins, c'était l'intention. Elles ressemblaient plus à des taches inégales. Mais Harper s'en fichait. Elle a applaudi comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais vue. J'ai planté une seule bougie dans l'une d'elles. Nous avons chanté Joyeux anniversaire complètement faux et Harper a ri. Je l'ai enregistré sur mon téléphone. J'ai regardé cette vidéo plus de fois que je ne peux compter. Il n'y avait pas de décoration, pas d'invités, pas de gâteau de boulangerie. Mais Harper était heureuse. Elle était en bonne santé. Elle était aimée.
Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. C'était ça, la famille. Pas la version que j'avais imaginée en grandissant, mais celle qui restait. 2 semaines après son anniversaire, Angela Whitmore des services de protection de l'enfance est venue pour ce qui serait sa dernière visite. Elle était venue nous voir tous les quelques mois, parfois planifiée, parfois non. Questions, inspection, observation silencieuse. Cette fois, elle est restée plus d'1 heure. Elle s'est assise par terre et a regardé Caleb jouer avec Harper, empilant des blocs, faisant des sons amusants, la faisant rire jusqu'à ce qu'elle tombe. Harper l'adorait. Elle l'appelait Dada, son premier mot. Non pas que Julian ait mérité ce titre, mais Caleb oui. Angela s'est finalement assise en face de moi à la table de la cuisine et a revu ses notes. Mademoiselle Prescott, a-t-elle dit. Je clôture votre dossier. J'ai cligné des yeux. Quoi? Vous avez montré que vous pouvez offrir un environnement sûr et stable à Harper. Et votre frère? Elle a jeté un coup d'œil à Caleb, qui faisait semblant d'éternuer bruyamment juste pour faire rire Harper. Il est clairement capable et il se soucie profondément. Je ne vois aucune raison de continuer la surveillance. Donc, c'est fini. Vous avez terminé. Elle a souri. Pas le sourire poli. Un vrai. Vous vous en sortez bien, tous les deux. Après son départ, Caleb s'est assis sur le canapé et a baissé la tête dans ses mains. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce que cela signifiait. Le soulagement. Mais aussi autre chose. Quelque chose n'allait pas. Il travaillait sans arrêt, 7 jours sur 7, 12, parfois 14 heures par jour. Il perdait du poids. Les cernes sous ses yeux s'étaient approfondies pour devenir permanents. Il avait manqué ses 3 derniers rendez-vous à l'administration des anciens combattants. Trop occupé, ne cessait-il de dire. Je ne peux pas me permettre de prendre du temps libre. Les cauchemars ont empiré. 4, 5 fois par semaine. Certaines nuits, il ne dormait pas du tout. Je me réveillais à 3 heures du matin et le trouvais assis dehors sur le porche, fixant le vide. Caleb, tu dois voir ton médecin. Je vais bien. Tu ne dors pas, ai-je dit. Je vais bien. Un matin, je l'ai trouvé endormi à la table de la cuisine, encore dans les mêmes vêtements que la veille. Ses mains tremblaient. Caleb. Je vais bien, a-t-il dit automatiquement, comme s'il l'avait dit trop de fois pour y croire encore. Mais je savais qu'il n'allait pas bien. Août 2024. Harper avait 2 ans et demi. Nous étions à l'épicerie. Elle était assise dans le caddie, chantant Brille, brille, petite étoile à tue-tête, complètement faux, me faisant rire. Je me suis tourné dans l'allée des céréales et j'ai figé. Julian Whittaker se tenait au bout, tenant une boîte de céréales, nous fixant, la fixant. Son visage est devenu pâle. Harper lui ressemblait. Je l'avais déjà vu. Les cheveux blonds, les yeux bleus, la forme de son visage. Mais à ce moment-là, c'était indéniable. Kingsley, a-t-il dit. J'ai resserré ma prise sur le caddie, me plaçant instinctivement devant Harper. Ne dis rien. Je veux juste parler. Tu n'as rien à me dire. S'il te plaît, 5 minutes. Harper l'a regardée, curieuse. Qui c'est, maman? Personne, mon bébé. Son expression s'est tordue. Douleur, culpabilité, peut-être les deux. S'il te plaît, a-t-il répété. Un café, juste s'il te plaît. J'aurais dû partir. J'aurais dû prendre Harper et m'en aller, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de savoir. Que pouvait-il bien dire après 3 ans? Starbucks, ai-je dit. Samedi, 10 heures. Tu as 5 minutes. Il a regardé Harper. Elle est magnifique, a-t-il dit doucement, comme s'il avait le droit de dire cela. Samedi matin, Caleb est resté à la maison avec Harper. Je suis parti seul. Julian était déjà là. Il avait l'air plus vieux. Ou peut-être que je ne l'avais pas vu clairement auparavant. Des rides autour des yeux, un soupçon de gris aux tempes. Il s'est levé quand je me suis approché, a retiré ma chaise comme si c'était normal, comme si c'était un rendez-vous. Je me suis assise, je n'ai rien commandé. 5 minutes.
Merci de m'avoir rencontré. 4 minutes et 50 secondes. Il a expiré lentement. Je suis désolé. Je n'attends pas le pardon. Je ne veux juste plus être l'homme que j'étais. Pourquoi exactement? Pour tout. Pour être parti? Pour l'accord de non-divulgation? Pour ne pas avoir été là. D'accord, ai-je dit. Autre chose? Je veux faire partie de sa vie. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur et je veux la réparer. Ça fait 3 ans, Julian. 3. Tu ne peux pas juste te pointer maintenant. Je sais, a-t-il dit, mais mon père est décédé. J'ai marqué une pause. Cela, je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Il a laissé un testament avec des conditions, et soudain tout a pris un sens. Quel genre de conditions? Je dois établir la paternité et prendre la responsabilité financière de tous les enfants que j'ai eus. Je me suis légèrement penché en arrière. Combien? Quoi? Combien hérites-tu? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Combien? Il a détourné le regard. 9,2 millions de dollars, a-t-il dit doucement. Et le contrôle des intérêts du groupe automobile familial. Je me suis levé. Où vas-tu? Tu veux 9 millions de dollars, ai-je dit, Harper n'est que le prix que tu dois payer. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Ma voix est restée calme, froide. Toi qui disparais pendant 3 ans, prétendant qu'elle n'existe pas, et puis ton père meurt, et soudain tu veux être un père. Tu n'es pas son père, ai-je dit. Tu es un donneur qui a besoin d'une signature pour débloquer un héritage. Kingsley, s'il te plaît. Reste loin de ma fille. Je suis sorti. Ce lundi, j'ai appelé l'aide juridique. J'ai besoin d'aide, ai-je dit. Le père biologique de ma fille nous a abandonnés pendant 3 ans. Maintenant, il veut la garde à cause d'un héritage. Je ne peux pas me payer un avocat. Ils m'ont mis en contact avec Monica Hay, une avocate pro bono d'un cabinet de Pittsburgh, 38 ans. Des yeux vifs, un costume coûteux qu'elle portait comme une armure. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café. Elle s'est assise en face de moi, a ouvert un cahier et a dit « Racontez-moi tout ». J'ai tout raconté. La grossesse, l'accord de non-divulgation, les 3 années de silence, l'héritage. Elle a tout noté. N'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a fermé son cahier et m'a regardé. Ils vont vous attaquer durement, a dit Monica. Ils ont de l'argent. Ils engageront les meilleurs avocats. Ils essaieront de vous faire passer pour une mère inapte. La caravane, le SSPT de Caleb, vos finances, tout. Je n'ai pas détourné le regard. Ils vous offriront de l'argent, a-t-elle poursuivi, pour faire disparaître cela discrètement. Je ne le prendrai pas. Bien, a-t-elle dit. Parce que nous pouvons gagner. J'ai poussé un soupir. Comment? Ils ont tout. Elle a maintenu mon regard. Mais vous avez la vérité. Une pause. Et la vérité, a-t-elle dit, est une arme puissante. Une semaine plus tard, une Mercedes noire s'est arrêtée devant la caravane de Caleb. 2 femmes en sont sorties, Evelyn Whittaker et Lillian. Elles se sont dirigées vers la porte comme si elles possédaient le sol sous leurs pieds. Elles ont frappé. J'ai ouvert. Madame Prescott, a dit Evelyn, son ton doux, contrôlé, comme s'il s'agissait d'une négociation, pas d'une conversation. Pouvons-nous entrer? Non. Une lueur d'irritation a traversé son visage. Nous aimerions discuter de l'avenir de Harper. Harper a un avenir, ai-je dit. Et c'est avec moi. Lillian s'est avancée. Cheveux parfaits, posture parfaite. Un sac à main qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Nous sommes prêts à être généreux, a-t-elle dit. 90 000 $ d'avance, un fonds universitaire de 120 000 $. Et une fiducie à laquelle Harper pourra accéder à ses 18 ans. Je les ai fixés et en retour, la garde partagée, a dit Evelyn, Julian la verra tous les 2 week-ends. Les vacances divisées équitablement. Elle continuera à vivre principalement avec vous. Je n'ai pas hésité.
Non. Le sourire d'Evelyne s'est crispé. C'est une somme considérable à refuser. Vous vivez dans une caravane, travaillant de nuit. Votre frère est instable. Nous pouvons offrir à Harper des opportunités que vous n'auriez jamais pu. Des opportunités, ai-je dit lentement. Ou de l'argent? C'est la même chose. Non, ai-je dit, ce n'est pas la même chose. Elle a expiré doucement comme si elle était à bout de patience. Madame Prescott, pensez à son avenir. École privée, voyage, une éducation universitaire sans dette, une vie sans. Elle a jeté un coup d'œil autour de la caravane. Difficulté. J'ai rencontré son regard. Ma fille sait ce que l'amour signifie. Un battement. La vôtre? Son expression est devenue froide. Si vous refusez cette offre, a-t-elle dit, nous nous verrons au tribunal, et nous avons des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Vous perdrez. Peut-être, ai-je dit, mais au moins je me serai battu. Vous faites une erreur. J'ai déjà fait des erreurs, ai-je dit. Ce n'en est pas une. Elles se sont retournées et sont parties. La Mercedes a démarré, projetant du gravier derrière elle. Caleb est sorti de la chambre. Il avait écouté. Harper dormait dans ses bras. Tu vas bien, a-t-il demandé doucement. Je l'ai regardé, la façon dont sa main reposait contre sa chemise. Oui, ai-je dit. Je vais bien. Mes parents ont entendu parler du procès. La façon dont tout se répand dans les petites villes par des chuchotements, par l'église, par des gens qui n'avaient rien de mieux à faire que de parler. Ma mère ne m'a pas appelé. Elle a appelé Caleb. Il a répondu sur haut-parleur. Pour que je puisse entendre. Caleb, c'est Kendra. Une pause. Comment va-t-elle? Comment va Kingsley? Caleb n'a pas adouci son ton. Où étais-tu il y a 3 ans? Sa voix était plate, froide. Nous avons fait une erreur. Une erreur, a-t-il répété. Tu as jeté ta fille enceinte dehors sous une tempête de neige. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Nous voulons aider maintenant. Vous voulez aider maintenant? Sa voix s'est aiguisée. Où étiez-vous quand elle était en travail, seule? Quand elle ne pouvait pas se permettre des couches? Quand les services de protection de l'enfance menaçaient de prendre Harper parce que nous n'avions pas assez d'argent? Silence. A-t-elle besoin de quelque chose? A demandé ma mère doucement. Caleb n'a pas hésité. Elle avait besoin de toi il y a 3 ans. Et puis il a raccroché. Le palais de justice du comté d'Allegheny était vieux. Murs de briques, au plafond, rangés de bancs en bois usés par le temps. L'avocat de Julian s'est distingué immédiatement. Costume 3 pièces, chaussures cirées, une mallette qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Monica est entrée vêtue d'un simple costume. Mais la seconde où elle est entrée dans cette salle d'audience, elle en était la maîtresse. La juge, Rebecca Lawson, était assise sur le banc, la cinquantaine, cheveux gris tirés en arrière, lunettes de lecture posées bas sur son nez. J'ai appris plus tard qu'elle avait grandi dans une famille ouvrière, payé ses études de droit la nuit. Elle a regardé les deux parties. Commençons. L'avocat de Julian s'est levé. Votre honneur, Monsieur Whittaker sollicite la garde partagée de sa fille biologique, Harper Prescott. Il reconnaît que des erreurs ont été commises, mais il est maintenant prêt à remplir son rôle de père. Il peut offrir une sécurité financière, des opportunités éducatives et un environnement familial qui... Permettez-moi de vous arrêter, a dit la juge Lawson. Le silence s'est fait dans la pièce. Où était Monsieur Whittaker ces 3 dernières années? Votre honneur, il a été conseillé par son avocat. Je n'ai pas demandé ce que son avocat lui a dit, a-t-elle dit. J'ai demandé où il était. Une pause. Il s'est concentré sur la construction de sa carrière, a dit l'avocat avec précaution. Créant une stabilité financière afin qu'il puisse. Donc il a choisi sa carrière plutôt que sa fille. Ce n'est pas ainsi que nous le caractériserions. La juge s'est légèrement penchée en avant. Comment caractériseriez-vous l'abandon d'une femme enceinte et le refus de tout contact pendant 3 ans? Silence. Monica n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. L'avocat de Julian a réessayé. Mon client peut offrir tout ce que cet enfant mérite.
Une éducation privée, une sécurité financière, des opportunités. Comme si l'amour ne faisait pas partie de cette liste. Le tournant est venu le 3e jour du procès. Caleb n'avait pas dormi. La pression, le stress, le poussaient au-delà de ses limites. Cauchemar toutes les nuits. Mangeait à peine, travaillait sans arrêt juste pour couvrir les sens afin de me conduire au tribunal. Ce matin-là, il a déposé Harper à la garderie, et monté dans son camion, a commencé à se rendre à un travail, et quelque part en chemin, il a perdu la notion du temps. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il se souvient du visage de Harper, et puis plus rien jusqu'à ce qu'un policier frappe à sa fenêtre, lui demandant s'il allait bien. Il s'était arrêté sur le bord de la route, était resté là pendant 2 heures, fixant le vide. L'agent a appelé une ambulance. Ils ont emmené Caleb à l'hôpital. Épisode de SSPT sévère. Le genre qui n'attend pas. Le genre qui force tout à s'arrêter. Ils l'ont admis immédiatement. 72 heures de garde psychiatrique. J'ai reçu l'appel au milieu d'un témoignage. Madame Prescott, ici l'hôpital UPMC, merci. Votre frère a été admis. Tout en moi s'est effondré. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis juste levé et je suis sorti de la salle d'audience. Monica m'a appelé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je dois y aller, fut tout ce que je dis. Je l'ai trouvé dans l'unité psychiatrique, sédaté, endormi, en sécurité, mais brisé d'une manière que je ne pouvais pas réparer. Je me suis assise à côté de son lit avec Harper dans mes bras. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle savait juste que quelque chose n'allait pas et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il m'avait tout donné et que j'avais tout pris. J'étais assise dans la salle d'attente plus tard, Harper endormi contre ma poitrine quand ils sont entrés. Mes parents. Pendant une seconde, je ne les ai pas reconnus. Mon père avait l'air plus vieux, plus gris, ma mère plus petite en quelque sorte, comme si quelque chose en elle s'était usé. Ils m'ont vu, se sont arrêtés. Kingsley, a dit ma mère. Je n'ai pas pu répondre. Elle s'est approchée lentement comme si elle n'était pas sûre que je la laisserais faire. Nous avons entendu parler de Caleb, a-t-elle dit. Est-il? Il est sédaté. Il le garde pendant 72 heures. Elle a hoché la tête et s'est assise à côté de moi. Pas trop près. Prudente. Je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. 3 ans. 3 ans de silence. Et c'étaient les premiers mots qu'elle prononçait. Je l'ai regardée. Pourquoi? Pas en colère, juste fatiguée. Pour tout, a-t-elle dit, pour ne pas avoir été là. Pour avoir fermé la porte. Pour. Sa voix s'est brisée. Elle a commencé à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses qui ne s'arrêtaient pas. Mon père s'est assis de l'autre côté. Il a regardé Harper, la petite montée et descente de sa poitrine pendant qu'elle dormait. Elle est magnifique, a-t-il dit. Sa voix s'est fissurée. Tu ne l'as jamais rencontrée. Je sais. Le silence a rempli l'espace entre nous. Puis après un moment. Laisse-moi la prendre cette nuit, a-t-il dit, tu restes ici avec Caleb. Nous nous occuperons d'elle. Juste cette nuit. J'aurais dû dire non. J'aurais dû leur jeter ça à la figure. Leur rappeler tout. Mais j'étais épuisé. Et Caleb avait besoin de moi. Et Harper avait besoin d'un endroit stable. D'accord, ai-je dit, et pour la première fois en 3 ans, j'ai dit oui. Le tribunal a repris le lendemain sans moi. Monica a demandé un ajournement. La juge l'a refusé. Cette nuit-là, Monica a appelé. Nous devons pivoter. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils utilisent l'hospitalisation de Caleb, a-t-elle dit. Ils affirment que cela prouve que Harper est dans un environnement instable, qu'elle est en danger. Ce n'est pas juste. La justice n'a pas d'importance, a-t-elle dit. La stratégie oui. J'ai fermé les yeux. Alors, que faisons-nous? Nous arrêtons de parler d'argent. Nous arrêtons de parler de maison et de carrière. Alors de quoi parlons-nous? D'abandon, a-t-elle dit, contre loyauté. Une pause. Je vais montrer au tribunal qui était là, a-t-elle poursuivi. Qui se levait à 3 heures du matin pour la nourrir, qui a tout abandonné pour la garder en sécurité,
et qui a disparu pendant 3 ans et n'est revenu que quand l'argent était en jeu. Ça marchera. Il faut que ça marche, a-t-elle dit doucement. Parce que nous manquons de temps. Vendredi, 7e jour du procès. Caleb avait été libéré. Il avait l'air creux, épuisé, mais il est venu. Il s'est assis au fond de la salle d'audience. Mes parents se sont assis à côté de lui. Ils n'ont pas parlé. Ils n'en avaient pas besoin. La juge Lawson est entrée. La salle s'est levée, puis s'est rassis. J'ai examiné les preuves, a-t-elle dit. J'ai examiné les témoignages des deux parties, et j'ai pris une décision. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait me trahir. Monsieur Whittaker, a-t-elle dit, regardant directement Julian. Je vous crois lorsque vous dites que vous voulez être père. Je crois que vos intentions sont sincères. Une pause. Mais l'intention n'efface pas l'abandon. Vous avez eu 3 ans pour vous présenter. Vous avez choisi de ne pas le faire. Elle s'est tournée vers moi. Madame Prescott, malgré des difficultés considérables, vous avez créé un foyer sûr, stable et aimant pour votre fille. Puis de nouveau vers lui. La garde complète est accordée à Madame Prescott. Mon souffle s'est coupé. Monsieur Whittaker aura des visites supervisées de 2 heures par semaine. Après 6 mois, s'il démontre une implication constante, il pourra demander des visites non supervisées. La pension alimentaire est fixée à $1,800 par mois. Monica s'est légèrement penchée vers moi. Ce n'est pas tout. La juge Lawson a poursuivi. De plus, Monsieur Whittaker versera une somme forfaitaire de $64,800 au titre des arriérés de pension alimentaire pour les 3 dernières années. Sa voix n'a pas monté, ne s'est pas adoucie. Monsieur Whittaker a eu 3 ans pour être père. Il a choisi de ne pas le faire. Le tribunal ne récompensera pas ce choix. Le marteau est tombé. Julian n'a pas réagi. Il est resté assis, impassible. Evelyn pleurait. Pas pour Harper, pour l'humiliation. Monica m'a serré la main. Vous avez gagné. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Je me sentais juste vide d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous aimez se briser lentement sous le poids de son amour pour vous? Caleb a tout donné. Il s'est épuisé. Il a renoncé au sommeil, au confort, à sa propre santé. Il a vendu la dernière chose qu'il avait de son grand-père juste pour garder ma fille en vie. Et je n'arrêtais pas de me demander, qu'auriez-vous fait? L'auriez-vous accueilli? Seriez-vous resté quand les choses sont devenues difficiles? Ou seriez-vous parti comme tant de gens sont partis de ma vie? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais je sais ceci. Les gens qui restent, ce sont eux qui comptent, pas ceux qui ont de l'argent, pas ceux qui ont des vies parfaites, mais ceux qui restent. Caleb a commencé une thérapie la semaine après sa libération, pas par l'administration des anciens combattants. Cette fois, Monica nous a mis en contact avec une thérapeute privée, la docteure Patricia Green. Elle était spécialisée dans le SSPT, travaillait sur une échelle mobile pour les vétérans, 2 fois par semaine. Caleb s'est présenté à chaque séance. Il a également commencé à assister à un groupe hebdomadaire, les jeudis soirs, 8 hommes, tous portant quelque chose d'invisible, tous essayant de retrouver leur chemin. Il ne parlait pas beaucoup de la thérapie. Il ne m'a jamais fait asseoir pour m'expliquer ce qu'il travaillait. Mais je pouvais le voir de petite manière, de manière silencieuse. Les cauchemars ne disparaissaient pas, mais ils perdaient de leur emprise. 4 nuits par semaine sont devenues 3, 3 sont devenues 2, et lentement, il a recommencé à dormir, à manger, à être présent à nouveau. Un soir, environ un mois après tout cela, je l'ai trouvé assis sur le porche, un café à la main, regardant Harper dessiner sur le trottoir avec de la craie, complètement absorbé par son petit monde. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « Mieux ?» Il m'a regardé. « Je suis désolé de t'avoir fait peur. »« Tu ne m'as pas fait peur. »« Si » a-t-il dit doucement. « Je me suis brisé et tu as dû le voir. » J'ai secoué la tête. « Tu ne t'es pas brisé » ai-je dit. « Tu as plié. » C'est différent. Il a froncé légèrement les sourcils. C'est le cas? Oui, ai-je dit. Se briser signifie que tu ne peux pas t'en remettre. Plier signifie que tu es toujours là, toujours en train de te battre, toujours présent. Il n'a pas répondu tout de suite.
Il est juste resté là, regardant Harper rire de quelque chose qu'elle seule comprenait. Puis, après un moment, merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir renoncé à moi. Quelques semaines plus tard, Julian a eu sa première visite supervisée. 2 heures dans une bibliothèque publique, une travailleuse sociale assise à proximité, observant tout. J'ai amené Harper. Elle est restée près de moi, sa main enroulée autour de ma jambe, incertaine. Elle ne le connaissait pas, ne comprenait pas qui il était censé être. Julian est arrivé avec des sacs, des jouets, trop de jouets, des peluches, des poupées, une dinette en plastique qui coûtait probablement plus cher que nos courses mensuelles. « Salut, Harper », a-t-il dit un peu trop fort, un peu trop impatient. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle a regardé les sacs, puis moi. « Maman, c'est qui ? » Pas, qui es-tu ? Mais, c'est qui, comme s'il n'était personne parce que pour elle, il l'était. C'est Julian, ai-je dit doucement. C'est ton père biologique. Elle a cligné des yeux, assimilant. J'ai papa cale. Et juste comme ça, quelque chose dans son visage s'est brisé. Il s'est accroupi, essayant de rencontrer son regard. Je sais que tu l'as, a-t-il dit doucement. Et il est. Il est incroyable. Je veux juste. Je voudrais te connaître aussi. Harper l'a étudié plus longtemps cette fois. Puis elle a demandé, tu es l'homme des photos ? Il a hésité. Quelle photo ? Elle m'a désigné. Maman a des photos, a-t-elle dit. Tu es mon. Mon. Elle a cherché le mot. Mon autre papa, mais tu as l'air différent. Julian a dégluti. Oui, a-t-il dit doucement. Je suppose que oui. Il a passé les 2 heures suivantes à essayer, à parler, à jouer, à offrir des jouets. Mais Harper est restée prudente, polie, distante. Toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil en arrière vers moi, vérifiant, s'assurant qu'elle était toujours en sécurité. À la fin, il s'est levé, m'a regardé. Puis je la serrai dans mes bras. Tu peux lui demander. Il s'est agenouillé à nouveau. Harper, puis-je te faire un câlin d'au revoir ? Elle a levé les yeux vers moi. J'ai hoché la tête. Elle a fait un pas en avant, l'a laissé la serrer dans ses bras, raide, rapide, puis s'est éloignée et a attrapé ma main. Au revoir, a-t-elle dit poliment. Alors que nous sortions, je l'ai entendu derrière nous, pleurer. 3 semaines après le procès, un samedi matin tranquille, j'étais dans la cuisine à préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu un camion s'arrêter dehors. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le camion de mon père. Il est sorti, est allé à l'arrière et a sorti une boîte à outils. J'ai ouvert la porte. Papa. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? Ta fenêtre est cassée, a-t-il dit. Et la marche du Porsche, et j'ai entendu dire que l'évier fuit. Papa, tu n'es pas obligé. Je sais. Il n'a pas attendu. Il est juste entré comme s'il était à sa place. Comme si peut-être il essayait de l'être à nouveau. Pendant 3 heures, il a travaillé, a réparé la fenêtre, a réparé la marche, a arrêté la fuite lente et tenace dans la cuisine. Il parlait à peine. Je lui ai apporté de l'eau. Il a hoché la tête. Merci. C'était tout. Harper s'est réveillée de sa sieste et a erré dehors. Elle s'est tenue là à le regarder, curieuse. Qui c'est ? A-t-elle demandé. C'est Papy Nolan, ai-je dit doucement. Papy ? Mon père a levé les yeux et quelque chose dans son visage a changé, s'est adouci. Salut, Harper, a-t-il dit. Elle a fait un petit signe timide. Quand il a eu fini, il a rangé ses outils et s'est tenu sur le porche. Papa, ai-je dit. Merci. Il a gardé les yeux sur le camion. Je ne peux pas reprendre les 3 dernières années, a-t-il dit. Mais je peux me montrer maintenant. Ma gorge s'est serrée. D'accord, a-t-il hésité. Ça te va si je commence à me montrer ? J'ai hoché la tête. Oui, c'est un début. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Pas encore. Mais quand il est parti en voiture, j'ai réalisé quelque chose. Le pardon ne se produit pas toujours en un seul instant. Parfois, il se produit par de petites décisions silencieuses.
Avec le temps, il ne pouvait pas annuler ce qu'il avait fait. Ma mère ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait dit, mais il pouvait choisir d'être différent maintenant. Et je devais décider si cela suffisait. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Quelqu'un vous a profondément blessé et maintenant il veut revenir. C'est compliqué. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est choisir chaque jour si la personne qui se tient devant vous maintenant vaut le risque. J'ai choisi de les laisser essayer lentement, à mes conditions. 15 février 2025. Harper a eu 3 ans. Nous avons fêté son anniversaire dans la caravane. Juste nous, juste la famille. Caleb a fait le gâteau. Chocolat, glaçage rose. Joyeux anniversaire, Harper, écrit en lettres inégales et bancales. Il penchait d'un côté. Il ne ressemblait en rien à ceux des pâtisseries. Et c'était le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. Mes parents sont venus. Ils ont apporté des cadeaux. Un éléphant en peluche, des livres, un pull que ma mère avait tricoté à la main. C'était gênant. Ma mère était assise à une extrémité du canapé, mon père à l'autre. Caleb est resté principalement dans la cuisine et je me suis déplacé entre eux, essayant de maintenir l'équilibre. Mais Harper ne voyait rien de tout cela. Elle ne voyait que des gens qu'il aimait. Nous avons chanté. Elle a soufflé les bougies. 3 petites flammes. J'ai réussi, a-t-elle crié, applaudissant. Que as-tu souhaité, a demandé Caleb. Elle a souri. Je ne peux pas le dire. Ça ne se réalisera pas. Après le gâteau, elle a ouvert ses cadeaux, a immédiatement nommé l'éléphant Ellie, nous a fait lire les livres 3 fois avant le coucher, a mis le pull trop grand et a refusé de l'enlever. À la fin de la soirée, mes parents se tenaient près de la porte. Ma mère m'a serré dans ses bras rapidement. Un peu maladroit, mais réel. Merci de nous avoir laissé venir, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Après leur départ, la caravane est redevenue silencieuse. Caleb a nettoyé la cuisine. Harper s'est endormie sur le canapé, Ellie bien serrée dans ses bras. Je me suis assise à côté d'elle, les regarder respirer. 3 ans, en bonne santé, heureuse, aimée. Et je me suis remémoré cette nuit, la neige, les sacs poubelles, le silence derrière une porte fermée. J'ai pensé à Caleb qui a ouvert la sienne, à l'hôpital, aux visites des services de protection de l'enfance, aux épipans, aux nuits où je me suis endormi en pleurant, me demandant si j'avais tout gâché. Et puis je l'ai regardée à nouveau, à ce moment-là, petite, imparfaite, belle, plus de neige maintenant, juste du soleil, juste de l'amour. Plus tard cette nuit-là, Harper s'est endormie dans mes bras. Caleb était dans la cuisine à faire la vaisselle, l'eau coulait, les assiettes s'entrechoquaient. Dehors, j'ai entendu la voiture de mes parents s'éloigner lentement, comme s'ils n'étaient pas tout à fait prêts à partir. Et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à un début. Et je me suis retrouvé à penser à tout ce qui nous avait amenés ici. Il y a 3 ans, mes parents m'ont dit que j'avais détruit ma vie, que j'avais gâché mon avenir, mon éducation, tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Ils avaient tort. Je n'ai pas détruit ma vie. Je l'ai reconstruite pièce par pièce. Et cette vie, cette petite vie bruyante, imparfaite, est la mienne. Harper a bougé dans son sommeil, murmurant doucement à propos d'Ellie l'éléphant. Caleb est sorti de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle dort, a-t-il demandé doucement. Oui. Il s'est assis à côté de nous. Nous n'avons pas parlé. Nous sommes juste restés là, dans la faible lumière, écoutant le rythme régulier de la respiration de Harper. Et j'ai réalisé quelque chose. C'est ça, la famille. Pas la version que j'avais imaginée quand j'étais plus jeune. Pas celle où tout est facile et tout est juste. C'est la famille qui est restée. Caleb, qui m'a donné son lit, son temps, sa force, et même le dernier souvenir de son grand-père sans hésitation. Mes parents qui essaient maintenant, lentement, imparfaitement, mais essaient de devenir les personnes qu'ils auraient dû être à l'époque, et Harper, ma fille, ma raison d'être. Julian a son argent maintenant, son héritage de 9 millions de dollars, les concessions, la grande maison, la vie qu'il a choisie, mais il n'a pas Harper, pas vraiment. Il peut l'avoir 2 heures par semaine sous surveillance, il peut envoyer des chèques. Il peut lui acheter des choses dont elle n'a pas besoin, mais il n'a pas sa confiance,
son amour. Il n'a pas la façon dont elle se blottit à 3 heures du matin et cherche la personne avec qui elle se sent en sécurité. Il n'entend pas son chant faux dans la cuisine. Il ne l'entend pas crier « Papa Cal » avec une certitude totale dans sa voix. On ne peut pas acheter ces choses. On ne peut pas acheter la famille. Je croyais que la famille était une question de sang. Je croyais que le succès était une question d'argent. Je croyais que j'avais besoin de l'approbation de mes parents pour me sentir entière. J'avais tort. J'ai appris quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Ne mesurez pas votre vie à ce que vous avez perdu. Mesurez-la à ceux qui sont restés. Parce que les gens qui restent quand tout s'effondre, ce sont vos véritables fondations. Pas ceux qui se présentent quand c'est pratique. Pas ceux qui reviennent quand il y a quelque chose à gagner. Ceux qui restent quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand il n'y a rien pour eux sinon vous. Ne cherchez pas l'approbation de personnes qui ne voient votre valeur que lorsque vous correspondez à leurs attentes. Et ne laissez pas l'argent, le statut ou la peur décider du genre de vie que vous construisez. Choisissez l'amour, choisissez la responsabilité, choisissez les gens qui vous choisissent encore et encore, car à la fin de tout, c'est ce qui reste. Pas la perfection, pas la richesse, juste la présence calme et constante de ceux qui ne sont jamais partis. Et si quelque chose dans cette histoire vous a touché, si même une partie vous a semblé familière à votre propre vie, prenez un instant, aimez cette vidéo afin que ce message puisse atteindre quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ce soir. Partagez-la avec quelqu'un qui a silencieusement porté plus qu'il ne devrait. Et dites-moi dans les commentaires, que signifie la famille pour vous? Est-ce le sang ou est-ce les gens qui sont restés? Votre voix compte ici. Votre histoire compte ici. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne car il y aura d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires réelles, brutes et honnêtes sur la perte, la force et le genre d'amour qui ne s'en va pas. Merci d'être là. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.